Donc la population, elle est poussée à acheter une voiture dont elle ne veut pas. Si vous voulez de la voiture électrique, il n'y aurait pas besoin de la subventionner. Il y a encore quelques années, très peu de temps, on vous disait qu'il fallait acheter absolument une voiture diesel. Puis on a eu des gouvernants qui ont changé d'avis dans la nuit, leur a pris comme une envie de pisser. Voilà, les deux trucs qui marchent bien ensemble, c'est durable, écologique et juste. Quand vous avez le triplé, vous êtes sûr que vous êtes en train de vous faire avoir. On peut mettre la France sous une bulle, arrêter toutes les entreprises, arrêter tout ce qui fabrique de l'énergie, arrêter tous les véhicules qui circulent en France. Ça ne changera rien aux émissions de carbone dans le monde. Ça, c'est un mensonge des gouvernants. Parce que là aussi, il prend l'argent dans vos poches, il prend les intérêts et hop, il les donne directement à BlackRock, à Vanguard, aux banques. On voit clairement que le nombre de salariés va s'effondrer. Alors pourquoi les politiques le font? Parce qu'en fait, ils s'en foutent. Les politiques vous le diront dans 10 ans, les mêmes qui vous ont poussé aujourd'hui à acheter des véhicules électriques vous diront dans 10 ans, vous êtes des affreux d'avoir des véhicules électriques, on va vous mettre des taxes sur le recyclage ou sur je ne sais quoi. Bonjour François-Xavier, merci de vous prêter à cette interview. Merci beaucoup de venir sur la chaîne Voiture et Ingénierie aujourd'hui. Et donc, le sujet de cette interview, c'est la première fois que je vous reçois. Le sujet de cette interview, c'est la voiture électrique. En préambule, pour les spectateurs qui ne sont pas au courant, rappel, la voiture électrique, aujourd'hui, les gouvernements en font une promotion éhontée. Mais aussi et surtout, à partir de 2035, l'Union européenne a décidé d'interdire la vente de tout véhicule à motorisation thermique. Donc évidemment, cette décision va avoir et commence à avoir et aura évidemment des conséquences non seulement au niveau environnemental, mais surtout au niveau économique sur tous les habitants de l'Union européenne et les Français en particulier. Raison pour laquelle je vous invite aujourd'hui. Alors, est-ce que vous pouvez tout d'abord vous présenter? Allons-y. Donc, je suis François-Xavier. Donc, moi, je fais de l'économie sur YouTube. J'ai commencé avec une chaîne Draw My Economy où je faisais de l'économie, où je parlais vraiment d'économie. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que le keynésianisme, qui est Ricardo, des grands sujets d'économie. Et puis après, petit à petit, je suis arrivé de la vulgarisation de l'économie actuelle. Et maintenant, j'ai une seconde chaîne qui s'appelle DME en direct, sur laquelle je fais 3 vidéos par jour, et où là, je commente vraiment l'économie au jour le jour, en fonction des articles qui arrivent. Et donc là, je parle vraiment de sujets économiques au jour le jour, souvent des sujets qui me sont demandés par les personnes qui regardent mes vidéos, on a beaucoup parlé de la voiture électrique, effectivement. Merci beaucoup. Je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Première question. Puisque vous êtes un spécialiste en économie, que pensez-vous des effets de l'interdiction des moteurs thermiques au niveau macroéconomique sur les pays de l'Union européenne, ainsi que sur les entreprises spécialisées dans l'automobile et basées sur le sol de l'Union européenne? La voiture, en Europe, on avait de la chance et qu'on était très, très bon en voiture. C'est vraiment quelque chose qu'on faisait bien. Je rappelle que quand il était encore au pouvoir, Donald Trump s'était plaint qu'à Washington, il voyait beaucoup trop de BMW. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on maîtrisait. Et on maîtrisait pas n'importe quelle voiture, on maîtrisait la voiture thermique. Et on le maîtrisait à tel point que c'est le premier employeur d'Europe, la bagnole. Hein, c'est vraiment le premier employeur d'Europe, donc c'est vraiment pas n'importe quoi. Seulement, voilà, on ne maîtrise pas la voiture électrique. C'est quelque chose que nous, on ne sait pas faire. On a eu Tesla. Pourquoi on ne sait pas le faire? Tout simplement parce qu'on était très bon sur la voiture thermique, qu'on ne peut pas être très bon partout, que jusqu'ici, les pays nous disaient faites du diesel, le diesel, c'est top, c'est l'avenir. Donc, les marchands de voitures se sont mis à faire du diesel de mieux en mieux, surtout qu'ils étaient les meilleurs là-dedans. Et puis, on n'a pas vu venir l'électrique. Et puis, on a eu des gouvernants qui ont changé d'avis dans la nuit, leur a pris comme une envie de pisser. Il a fallu faire de l'électrique. Nous, l'électrique, on avait laissé ça à Tesla d'un côté pour tout ce qui est haut de gamme, et puis aux Chinois pour tout ce qui est bas de gamme. Et encore, on n'arrivait pas à en vendre en France. En Europe du Méridien, on n'arrivait pas à en vendre. Renault essayait doucement ses bagnoles électriques, mais ça marche. Enfin voilà, il y avait un tout petit marché. On n'investissait pas beaucoup. Bon. Le problème, c'est que quand nos dirigeants ont décidé tout d'un coup de mettre l'électrique, mais alors tout le monde, ça a été unanime, les économistes, les patrons d'entreprise, mais aussi les salariés
des entreprises ont dit, mais ça va être une catastrophe, ça va être une boucherie. Pourquoi ça va être une boucherie? Parce qu'on ne maîtrise pas cette technologie. Donc, ce qu'on va voir arriver, c'est Tesla qui va arriver en gros, mais ça, il avait déjà commencé, Tesla. Et puis, on va avoir arriver tous les Chinois. Et les Chinois vont nous bouffer petit à petit. D'autant plus que la voiture électrique, autre problème, même s'il n'y avait pas ça, autre problème, c'est que vous avez besoin de 2 fois moins de salariés quand vous faites de l'électrique par rapport au thermique. C'est moins complexe à fabriquer. Et puis, surtout, c'est tout ce qui est entretien après où il y a moins besoin de monde. C'est plus cher parce que les pièces sont beaucoup plus chères, mais il y a besoin de moins de techniciens. Bah, vous ne faites pas de vidange, par exemple. Donc, ça a créé de véritables soucis. Et on ne sait pas où on va avec ça. On voit clairement que le nombre de salariés va s'effondrer dans le secteur. Et on va probablement avoir des entreprises qui vont s'effondrer. Un exemple du nombre de salariés qui va s'effondrer. Bruno Le Maire était parti inaugurer il y a quelques mois une magnifique usine de batteries qui allait fabriquer une gigafactory près de Dunkerque qui allait fabriquer des batteries. Donc il était très content. Il arrivait, il disait oh, on va avoir 600 emplois et puis à terme 2000 emplois, merveilleux, tout va bien. Bon, mais quelques journalistes sont restés, pas beaucoup. La plupart d'entre eux ont juste pris une verre de champagne et puis sont rentrés à Paris. Mais ceux qui sont restés ont interrogé des syndicats des usines autour. Et eux, ils étaient fous furieux. Et oui, on va créer 600 emplois, mais on va en perdre 2 fois plus dans la mécanique classique, c'est-à-dire dans les bagnoles classiques. Donc en fait, on ne crée pas d'emplois à Dunkerque, on en perd. On en perd la moitié. Donc ils étaient fous furieux. Ça, c'est pour la perte d'emploi, c'est un exemple parmi d'autres. C'est-à-dire qu'on a des politiques qui font de la gloriole en disant c'est merveilleux, on va faire de l'électrique, regardez, on va créer tant d'emplois, mais ils oublient de dire tous ceux qu'on va détruire à côté. Et ça, les syndicats le voient et c'est pour ça qu'ils étaient fous furieux. Ça, c'est vraiment quelque chose. Et puis après, on voit petit à petit aussi que les fabricants de voitures sont de plus en plus inquiets. J'ai parlé récemment d'un exemple qui est Volkswagen. Volkswagen, c'est juste le numéro 3 de la voiture électrique. Donc, ce n'est pas un nain, c'est le numéro 3 de la voiture électrique. Vous avez Tesla, vous avez ensuite le géant chinois dont je viens d'oublier le nom, et puis vous avez Volkswagen. Bon, bah, Volkswagen vient juste d'arrêter ses usines de voitures électriques. C'est-à-dire que déjà, il avait une baisse de 30% de la fabrication, mais en plus, il a vu une baisse de 50% de ses commandes là récemment. Et du coup, il vient d'arrêter 2 usines parce que il n'y arrive pas. C'est une technologie qu'il ne maîtrise pas. Volkswagen, c'est quand même Audi, quoi. C'est pas un nain dans la fabrication de voitures ou un gars qui fabrique des voitures minables. C'est Audi. Donc ils savent faire de la très bonne bagnole, mais voilà, ils sont coincés par ça. Alors je ne parle pas de Mercedes ou de BMW. Et pour les Françaises, Renault, Peugeot va peut-être sortir son épingle du jeu parce qu'ils ont un super patron, mais on voit que c'est quand même très très dur pour toutes les marques automobiles européennes. Merci pour cet éclairage. Autre question maintenant. Il ne vous a probablement pas échappé qu'une voiture électrique à taille comparable, neuve, coûte plus cher à l'achat qu'une voiture thermique. Pour tenter d'absorber une partie de la différence de prix, l'État français a mis en place différents types d'aides financières sous forme de subventions. Alors la question qui se pose, quels seront à votre avis les effets à moyen et long terme de la distribution à tout va de ces subventions sur l'économie du pays ? Alors il faut savoir que ça, c'est un mensonge des gouvernants, un mensonge entre guillemets naturellement des gouvernants. Mais il n'y a pas de repas gratuits, ça n'existe pas les repas gratuits. Quand on subventionne votre voiture électrique, quand vous voulez l'acheter, quand on vous la subventionne, l'argent, il n'est pas fait dans les caves du ministère à Bercy. Il est ponctionné sur la population. C'est-à-dire que vous avez 2 possibilités. Soit on prend directement l'argent dans vos poches, dans le poche des classes moyennes. L'État la prend, leur fait ce qu'elle veut, on perd beaucoup au passage en passant par les fonctionnaires, mais prend cet argent et puis le redistribue à ceux qui achètent une voiture électrique. Ça, c'est le premier cas, ça serait à la limite le moins dangereux, mais c'est pas celui qui est le plus utilisé en France. Mais vous voyez que déjà, on a pris l'argent dans votre poche. La deuxième solution, qui est extrêmement utilisée en France, c'est qu'on emprunte. On emprunte de l'argent à Vanguard, on emprunte de l'argent à BlackRock, on emprunte de l'argent aux banques pour pouvoir vous aider à acheter votre voiture. En fait, on vous fait un crédit à la conso. Parce qu'après, qui rembourse aux banques, qui rembourse à BlackRock, qui rembourse à Vanguard?
Eh bien, l'État, mais comment il rembourse? Parce qu'il y a des intérêts à payer. Eh bien, les intérêts, il vient les prendre dans vos poches. Parce que là aussi, il prend l'argent dans vos poches, il prend les intérêts et hop, il les donne directement à BlackRock, à Vanguard, aux banques. Et donc, en fait, c'est faux. Des subventions, c'est un mensonge. Ça n'existe pas enfin, ça n'existe pas. Évidemment, une subvention, ça existe, mais c'est pas quelque chose de gratuit. C'est quelque chose que l'on va ponctionner sur l'économie, donc on va la ponctionner sur vos poches, généralement dans les poches des classes moyennes, à la limite sur les entreprises, mais dans ce cas, ça aura une répercussion dans vos emplois, donc à la limite sur les entreprises et dans vos poches. Et puis, cet argent, on le fait transiter par l'État qui en perd une partie, puisqu'il faut payer les fonctionnaires qui vont travailler à redistribuer cet argent. Et puis surtout, on enrichit des banques, on enrichit BlackRock, on enrichit Vanguard. Aujourd'hui, l'État emprunte à 3,5%. Quand il vous donne 1 000 euros pour votre bagnole, il doit rembourser 1 035 euros à BlackRock. Les 35 euros qu'il a, il va les prendre directement dans votre poche et il va les donner à BlackRock. Donc, en fait, voilà, il faut retenir qu'il n'y a pas de repas gratuits, ça n'existe pas les repas gratuits. Et quoi qu'il arrive, c'est vous qui payez. Vous avez l'impression que l'État vous finance un truc, en fait, vous le payez. Soit vous allez payer plus d'impôts. Quand je dis qu'il prend l'argent dans vos poches, c'est ça. Plus d'impôts, plus de taxes. Aujourd'hui, c'est plutôt les taxes, parce que les impôts, on n'aime pas le mot. Les taxes, personne ne s'est encore aperçu qu'elles augmentaient. Donc, on peut y aller gaiement. Soit vos entreprises vont payer plus d'impôts et plus de taxes, mais dans ce cas, c'est vos emplois qui vont être bousculés parce qu'une entreprise plus pauvre, elle n'investit pas, et comme elle n'investit pas, elle ne développe pas le nombre d'emplois dont elle a besoin. Donc voilà, donc tout ça, c'est un jeu de dupes en fait. Et d'ailleurs, ça n'existerait pas si la bagnole marchait. Voyez bien que personne ne vous propose de financer votre BMW. L'État ne vous propose pas des dons pour vous acheter une Mercedes. L'État ne vous propose pas des dons pour que vous achetiez une Audi ou même une Peugeot ou une Renault. Pourquoi? Parce que ça marche. Ça marche, vous allez vous l'acheter tout seul, comme un grand. Le business model fonctionne, donc il n'y a pas besoin du tout d'aide de l'État. L'État n'aide que les trucs qui ne marchent pas. Sinon, ça se vendrait. Et ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup trop cher. Parce qu'on ne sait pas faire aujourd'hui de voitures électriques qui soient à un prix raisonnable. Je vais me faire l'avocat du diable. Certains vous diraient, ou vous ont peut-être dit, qu'à l'époque où les taux d'intérêt étaient bas, voire négatifs, emprunter n'était pas si grave, puisque par nature, il partait du principe que la dette, on la rembourserait jamais. Et d'autres vous diraient qu'avec des taux d'intérêt hauts, et avec de l'inflation, la dette diminuerait de toute façon sans douleur. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Eh bien, plusieurs choses. D'abord, si on ne la rembourse pas, mettons qu'on ait emprunté 1 000 euros avec un taux d'intérêt à zéro. Et vous me dites, la dette, on ne la remboursera pas. Bon, mais on a emprunté sur 10 ans. Au bout de 10 ans, on ne rembourse pas alors. Alors, qu'est-ce qu'on fait au bout de 10 ans? On réemprunte pour rembourser. Parce que malgré tout, il y a une échéance qui est, je ne sais pas, on va mettre 1er janvier 2024. Bon, 1er janvier 2024, il faut rendre ces 1 000 euros. Et donc, pour rendre ces 1 000 euros, comme en France, on ne rembourse pas le capital, ce qui est une aberration, eh bien, on va réemprunter 1 000 euros. Seulement, les 1 000 euros qu'on va réemprunter, ils ne seront pas à 0%, puisque maintenant, ils sont à 3,5%. Donc, en fait, cette dette qu'on ne rembourse pas, puisqu'en France, on aime bien rouler la tête, ce qui finira par causer notre perte, comme on aime bien, parce que d'autres pays baissent leur dette. Il n'y a que nous qui ne faisons que rouler la dette. Donc, cet argent qu'on ne rembourse pas, au moment où il faut réemprunter pour le rembourser malgré tout, on réemprunte avec des taux d'intérêt supérieurs. Et donc, quand le taux était à zéro, le fait qu'on ait réemprunté comme des malades, il va falloir maintenant emprunter exactement les mêmes sommes avec un taux à 3,5. Et si demain le taux passe à 4,5, il faudra réemprunter avec un taux à 4,5. Et quand on me dit ça n'a aucun impact, je rappelle juste que maintenant le service de la dette, c'est-à-dire les intérêts qu'on paye à BlackRock, à Vanguard, aux banques, ces intérêts, ils représentent maintenant le deuxième budget de l'État. On rembourse plus, on donne plus de montants en intérêt à BlackRock, à Vanguard et aux banques qu'on ne donne d'argent à nos militaires, à notre police. Vous faites les militaires plus la justice, ça fait moins d'argent. Vous vous rendez compte? Et en 2027, donc demain matin, ça sera le premier budget. C'est-à-dire qu'on donnera plus d'argent aux banques avec ces intérêts, on donnera plus d'argent aux banques
qu'on en donnera à l'éducation nationale. Donc, il faut voir que, fatalement, tout cet argent que vous dilapidez pour faire des aides ridicules à l'économie, comme pour ces bagnoles, eh bien, tout cet argent que vous dilapidez de cette façon, c'est de l'argent que vous n'avez pas à mettre dans les hôpitaux, que vous n'avez pas à mettre dans la police, que vous n'avez pas à mettre dans l'éducation nationale. Donc, aussi, la dette, ça a un coût. On l'avait oublié en France. On va très vite s'en rappeler. Et d'ailleurs, si aujourd'hui le gouvernement fait encore semblant de vouloir contrôler ses finances, mais de plus en plus, et ils vont devoir le faire, bien, c'est tout simplement parce que le coût devient totalement insupportable. Et ça, bah, ça veut dire qu'on se rogne toutes nos marges de manœuvre pour plus tard. Et c'est vraiment un vrai gros problème. Voilà, je m'emporte un peu, mais c'est mon habitude sur ma chaîne, je suis toujours emporté, donc voilà, comme ça au moins vous me connaîtrez. Alors, merci pour votre réponse. Mais certains vous diront, OK, ce que ça va coûter, OK, ce que ça coûte aujourd'hui, OK, ce que ça va coûter dans le futur, mais l'urgence climatique est telle qu'on ne peut pas continuer à fonctionner avec des voitures thermiques et que la voiture électrique va ou devrait être l'un des leviers qui pourrait permettre de sauver la planète. Et de l'autre côté, lorsqu'on vous écoute, vous nous dites qu'en termes économiques, c'est un total non-sens. Alors, plusieurs choses. D'abord, ça ne servira à rien sur le réchauffement climatique, mais strictement à rien. À rien. C'est-à-dire que si on regarde, si on imagine, si on présuppose qu'il y a un réchauffement climatique d'origine anthropique, je rappelle que d'autres planètes du système solaire sont en train de se réchauffer et qu'a priori, il n'y a pas d'homme dessus. Donc, mais si on imagine qu'effectivement, il y a un réchauffement climatique d'origine humaine, OK, on l'accepte. On doit maintenant accepter que ce réchauffement climatique d'origine humaine est lié au carbone, ce qui n'est pas du tout certain, mais OK, on l'accepte. À ce moment-là, il faut regarder qui déverse le plus de carbone. C'est ça qui est intéressant. Vous avez deux continents qui déversent le plus de carbone, c'est l'Inde et la Chine. Et l'Inde et la Chine ont clairement dit qu'ils allaient continuer et même accélérer. Parce qu'en Chine, en Inde, on n'a pas des problèmes de bobos comme à Paris. En Inde, on a des problèmes qui sont liés tout simplement au fait de donner de l'électricité à tout le monde. C'est-à-dire qu'en Inde, leur problème, c'est qu'il y a des villages et des villes qui n'ont pas l'électricité. Donc, je peux vous dire que nos problèmes de bobos, est-ce qu'il faut rouler en voiture électrique, ils sont très, très loin de ça. Et eux, ils ont clairement dit, on va construire des usines avec du charbon, des usines avec du fioul, des usines avec du gaz, et puis des centrales nucléaires, parce qu'il faut de l'électricité partout. Le problème, c'est que quand ces deux continents, parce que ça a des tailles quand même un peu plus grandes que nous, se mettent à consommer davantage de carbone, charbon, pétrole, gaz, s'ils consomment davantage de carbone, eh bien, ils ont la loi du nombre. L'Inde, qui en est à ses débuts là-dedans, c'est vraiment en train de décoller. L'Inde, c'est 1,4 milliard de personnes. Vous vous rendez compte que si 1,4 milliard de personnes consomment plus de pétrole, de gaz, de charbon, pour l'éclairage, mais après, comme votre pays se développe, les gens commencent à circuler beaucoup plus. S'ils circulent beaucoup plus, ils circulent beaucoup plus en voiture à essence. Quand vous avez 1,4 milliard de personnes, je prends que l'Inde, je ne vais même pas parler de la Chine, qui elle aussi a encore besoin de se développer. Mais on va écarter la Chine, on prend que l'Inde. Vous vous rendez compte que quand 1,4 milliard de personnes commencent à circuler, commencent à avoir des usines pleines de pétrole, pleines de charbon, juste pour pouvoir mettre l'électricité à tout le monde, vous vous rendez compte qu'à côté 50 ou 60 millions d'habitants, on fait tout juste pas le poids. On ne représente rien du tout. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que si demain, vous vivez dans une grotte tout nu, que vous bouffez de l'herbe sans vous déplacer à plus de 10 mètres de votre grotte, eh bien, ça ne changera absolument rien aux émissions de carbone dans le monde. Rien. On peut mettre la France sous une bulle, arrêter toutes les entreprises, arrêter tout ce qui fabrique de l'énergie, arrêter tous les véhicules qui circulent en France. Ça ne changera rien aux émissions de carbone dans le monde. Parce que 6 mois d'accélération de la Chine, d'accélération, même pas la totalité, juste l'accélération de la Chine, sur 6 mois, ça représente plus que notre consommation à nous. Donc ça ne sert à rien ce qu'on vous force à faire. Donc au point de vue climatique, même si on accepte qu'il y ait un réchauffement climatique d'origine anthropique, que le carbone en est la cause, eh bien, même dans ces conditions-là, ce que vous fait faire ne sert strictement à rien.
Ben, à la lumière de ce que vous venez de dire, à votre avis, pourquoi les politiques prennent donc ce genre de décision? Alors pourquoi les politiques le font? Parce qu'en fait, ils s'en foutent. Pour les politiques, ce qui est bien, c'est qu'ils vont avoir un badge, je pense bien. Et pour eux, c'est super important. Ils ont un badge, je pense bien. Et ils doublent à un deuxième badge, c'est que jusqu'ici, tout le monde commençait à s'apercevoir que les politiques étaient inutiles, totalement inutiles. Là, ils peuvent vous promettre des trucs pour dans 100 ans. Je vous demande des efforts aujourd'hui de décroissance, donc d'être plus pauvre. Merveilleux, pour un politique, pouvoir demander aux gens d'être plus pauvres, c'est quand même le bonheur. Donc je vous demande de la décroissance, donc d'être plus pauvre, c'est mathématique, d'être plus pauvre, de moins consommer. Vous voyez toutes les pubs qu'on a actuellement venant de l'État pour qu'on consomme moins. Donc je vous demande d'être plus pauvre et ça va sauver les gens dans un siècle. À un moment où moi je ne serai même plus en vie, où personne ne pourra juger de ce que j'ai fait, où tout le monde aura oublié jusqu'à mon nom. Donc c'est merveilleux pour un politique. Et grâce à ça, il a son badge, je pense bien, et c'est le bonheur. Mais regardez toutes les taxes actuellement. Vous avez des taxes qui fleurissent de partout. On vient d'ajouter des taxes sur votre bière aromatisée, on vient d'ajouter des taxes sur votre coca, etc. Au nom de la planète, au nom de votre santé à vous. Vous êtes des imbéciles, vous buvez trop de bière, du coup, je vais taxer votre bière pour votre bien, pas du tout parce que j'ai des problèmes budgétaires, que je dépense l'argent n'importe où. Non, non, pas du tout. Pour votre bien à vous. Et vous allez voir que toutes les taxes et tous les impôts, d'ailleurs, même Madame Borne l'a dit, on n'augmentera pas les impôts, sauf les impôts écologiques. Voilà. Alors, du coup, là maintenant, vous allez vous prendre de l'écologie à tous les coins de rue. À chaque fois qu'on augmentera une taxe, ça sera écologique et juste. Voilà, les deux trucs qui marchent bien ensemble, c'est durable, écologique et juste. Quand vous avez le triplé, vous êtes sûr que vous êtes en train de vous faire avoir. Et c'est ça, en fait. Eux s'en fichent. Je pense que la plupart, certains sont aveugles parce que on est dans un culte, comme dans le culte de Gaïa, il y a forcément des croyants qui sont aveugles. Mais donc certains sont aveugles, mais je pense que beaucoup d'entre eux savent parfaitement ce qu'ils font, ont trouvé le truc génial, où ils peuvent augmenter les impôts de la population sans qu'elle hurle, parce que c'est juste et parce que c'est écologique, où ils peuvent convaincre la population qu'effectivement leur pouvoir d'achat n'augmente pas, mais ça permet de protéger la planète et de sauvegarder la planète. Bref, ils peuvent vraiment vous manipuler comme ils veulent sans être responsable, sans rien risquer aux élections. C'est le bonheur pour un homme politique. Donc je pense que beaucoup fonctionnent comme ça, tout simplement, en disant, bon voilà, c'est une mode, je surfe sur la mode, en plus la mode, elle a tout pour moi, je mets des points positifs partout, allons-y à fond. Voilà. On a vu récemment pas mal de médias titrés sur le fait que les ventes de voitures électriques semblent ralentir, voire même s'effondrer. Alors à votre avis, qu'est-ce que ça signifie en termes de comportement du consommateur? Et à votre avis, comment les clients vont réagir lorsqu'il n'y aura plus que des voitures électriques à vendre dans les concessions françaises? Alors déjà, effectivement, les gens ne veulent pas de la voiture électrique. Mais s'ils voulaient de la voiture électrique, il n'y aurait pas besoin de la subventionner. Donc, les gens n'en veulent pas. Et on voit actuellement aux États-Unis et en Europe que les ventes de voitures électriques sont en train de s'effondrer. C'est-à-dire qu'on a eu un 2022 a été une bonne année. Là, le premier semestre 2023 a été un bon premier semestre. Mais là, tout d'un coup, on a des chutes et pas des petites chutes. C'est 30 à 50% des commandes qui s'effondrent. Ford a des dizaines de milliers de véhicules qui sont bloqués sur des parkings parce qu'ils n'arrivent pas à les vendre. Et pourtant, ils baissent les prix. C'est-à-dire que de plus en plus, on a une compétition en voiture électrique pour baisser les prix. Donc, parce que ils essayent de vendre à toute force les stocks qu'ils ont constitués. Et c'est une catastrophe. On voit notamment General Motors aux États-Unis, mais on voit ça aussi en Europe, des Mercedes, par exemple, des gens qui avaient prévu de d'ouvrir des usines et qui disent non, finalement, les usines, on va attendre quelques mois, voire quelques années pour être certain que les gens vont bien acheter nos bagnoles parce qu'on en produit aujourd'hui beaucoup trop. C'est une des raisons pour lesquelles Volkswagen a mis des lignes complètes à l'arrêt parce que il en fabriquait trop par rapport à la demande qui s'effondre. On s'aperçoit aussi effectivement que les gens, alors c'est un pourcentage non négligeable, mais je ne l'ai plus en tête. Quand je dis non négligeable, je ne sais plus si c'est 30 ou 50%. Donc c'est important de gens qui ont acheté une voiture électrique et qui ne veulent pas réacheter une voiture électrique
parce que des problèmes d'autonomie, parce que les pièces détachées qui coûtent extrêmement cher. Les assureurs, le premier assureur anglais a abandonné l'assurance des voitures électriques pour 2024, justement parce que les coûts de réparation sont beaucoup trop élevés. Et du coup, ils préfèrent arrêter l'assurance, voir un peu comment ça tourne, refaire ses calculs et se dire si oui ou non il va aller sur la réparation. Donc, on a ce problème-là. Donc la population, elle est poussée à acheter une voiture dont elle ne veut pas. La majorité des gens n'en veulent pas. Ceux qui en voulaient, ça y est, ou qui étaient prêts à se faire séduire, ça y est, les ont achetés. C'est ce qu'on a eu il y a quelques temps. Donc ça y est, les achats se sont faits. C'est pour ça que ça n'a pas trop mal fonctionné. A priori, ils ont profité des aides d'État, tant mieux pour eux. Mais derrière, les autres n'en veulent pas. Et beaucoup de ceux qui en ont acheté ne veulent pas renouveler ce genre d'achat. Moi, je vous donne mon exemple personnel. J'ai été obligé de louer une voiture électrique parce qu'il n'y avait plus que ça là où je loue mes voitures. Donc, j'ai été obligé d'avoir une voiture électrique, une petite Renault. Bien, ça allait très bien quand j'avais 15 km à faire, mais j'ai 220 km à faire pour aller voir un de mes enfants du côté de Valence. Eh bien, je ne pouvais pas le faire, tout simplement. Elle n'avait pas cette autonomie. Donc, j'étais obligé de m'arrêter au milieu du chemin pour prendre 20 à 40 minutes pour recharger ma voiture. Bon, bah, c'est pas possible. Vous voyez, vous ne posez jamais ce genre de questions quand vous avez une voiture thermique. Faire 200 km, ça vous semble un peu le minimum, quoi. Donc voilà, c'était pas possible avec mon électrique. J'étais sûr de devoir faire un plein qui m'aurait pris 20-40 minutes. Donc ça ne convient pas aux gens. Après, on les force à l'acheter. Bon, bah, ils l'achètent, on les pousse au maximum. On va les forcer à partir de 2035. On va les forcer, ou du moins, on dit qu'on va les forcer. À mon avis, ça ne se fera jamais. Mais qu'est-ce qui peut se passer? Je dirais que les gens sont. Enfin, moi, je suis épaté par les Français, si vous voulez, hein. On nous a quand même enfermés chez nous pendant 2 ans, enfin, par intermittence, mais pendant 2 ans. Vous étiez coincé chez vous et pour sortir de chez vous, vous deviez signer une auto-attestation. Je vous rappelle, vous deviez imprimer un papier et signer au BIC, parce que le crayon à papier, c'était pas bon, vous alliez avoir l'amende. Donc au BIC, une auto-attestation disant je m'auto-atteste le fait que je vais sortir de chez moi pendant une demi-heure. Donc vous voyez, Non. quand on est capable de vous faire ça, on est bien capable de vous faire acheter une voiture. Et les gens vont-ils se révolter contre ça? Ben, j'en suis pas du tout certain. Alors aujourd'hui, le coût d'une recharge pour une voiture électrique est très inférieur au coût du carburant pour parcourir une distance équivalente avec un véhicule thermique. À votre avis, ça va se passer comment dans le futur? Il y a encore quelques années, très peu de temps, on vous disait qu'il fallait acheter absolument une voiture diesel. On vous poussait à fond pour acheter des voitures diesel. Ça remonte pas à 50 ans. Hein, c'était le cas, par exemple, sous Sarkozy. Donc, c'est pas non plus, et ça remonte à 10-15 ans. On vous disait qu'il fallait absolument avoir des voitures diesel. Et du jour au lendemain, on vous a dit, voiture diesel, c'est pas bien. Donc, on a augmenté toutes les taxes sur le diesel. Et vous vous êtes mis, je me souviens très bien du ministre qui disait, il n'y a pas de raison que l'on avantage le diesel par rapport à la d'essence. Du coup, on ne va pas baisser les taxes sur l'essence, il ne faut pas déconner. On va augmenter toutes les taxes sur le diesel. Personne n'a réagi. Tout d'un coup, on a vu toutes les taxes sur le diesel exploser. Personne n'a réagi. Il y a eu qu'au moment des Gilets jaunes, où vraiment, là, on a eu un ministre qui nous a dit bon, on va encore en mettre une volée, où les gens se sont énervés. Mais depuis les Gilets jaunes, le pétrole a énormément augmenté, l'essence a beaucoup augmenté, personne n'est dans la rue, il ne se passe rien. Donc voilà, j'ai l'impression que malheureusement, on peut faire absorber beaucoup de gens de choses au peuple. Et puis quand manifestement la voiture électrique ne tiendra pas ses promesses, ou aura des coûts supérieurs, ou on s'apercevra qu'on ne sait pas recycler une batterie. C'est-à-dire pour un véhicule écologique, on ne sait pas recycler une batterie, il faudra qu'on m'explique comment on fait. Donc, à partir de ce moment-là, on vous dira ah, mais les batteries, ça pollue. Ah, mais vous êtes méchant d'avoir pris une véhicule électrique. Donc, du coup, eh bien, on va vous mettre une taxe sur les batteries. Et vous avez des pays déjà qui mettent des taxes sur l'électrique. Vous avez l'Australie, vous avez une taxe sur le nombre de kilomètres que vous parcourez. Et puis vous avez, je ne sais plus si c'est en Suisse ou en Belgique, où on s'est mis à taxer, dans certaines villes, les bornes de recharge électrique. Et donc, l'électricité, quand vous rechargez là, coûte plus cher. Donc, on va créer des petites taxes comme ça pour finalement, jusqu'au moment où, voilà, on vous fera le même coût que ce qu'on vous a fait au moment du diesel. C'est-à-dire, c'est merveilleux, jusqu'à ce que l'État en ait marre, ait besoin de fric, parce qu'il a toujours besoin de fric,
et où il se mettra à taxer un peu plus votre voiture électrique. À ce moment-là, ça sera plus merveilleux. On vous expliquera tous les défauts de la voiture électrique sur le recyclage, etc. Les mêmes qui aujourd'hui vous disent que c'est merveilleux pour l'écologie, qu'il faut absolument passer à l'électrique, vous diront dans 10 ans, l'électrique c'est horrible, c'est atroce, il y a des gros problèmes pour la planète, on n'arrive pas à recycler. Regardez Reporter, le journal Reporter, qui ne partage pas du tout mes idées, eh bien le journal Reporter n'arrête pas de le dire maintenant au fur et à mesure. C'est horrible avec les terres rares, c'est horrible pour le recyclage, c'est pas du tout écologique. On vous le dira, les politiques vous le diront dans 10 ans, les mêmes qui vous ont poussé aujourd'hui à acheter des véhicules électriques vous diront dans 10 ans, vous êtes des affreux d'avoir des véhicules électriques, on va vous mettre des taxes sur le recyclage ou sur je ne sais quoi. Pour une raison bien simple, vous avez la taxe aujourd'hui sur l'essence et le diesel qui représente 40 milliards pour l'État. Aujourd'hui, l'État nous fait un caca nerveux dès qu'il lui manque 1 milliard. Vous vous rendez bien compte que 40 milliards, il ne peut pas s'en passer. C'est pas possible. C'est juste pas possible. Donc, une fois qu'il aura transformé suffisamment de bagnoles diesel en bagnoles électriques, qu'est-ce qu'il va faire? Il va taxer la bagnole électrique. Alors, il taxera peut-être la borne de recharge ou il taxera peut-être votre voiture chez vous grâce au compteur Linky ou qui permettent de voir ce genre de choses. Vous aurez de toute façon une taxe qui va s'appliquer ou une taxe au kilomètre comme le font les Australiens. Ça arrivera, il n'y a aucun doute. Je vous rappelle que certaines voitures électriques ont maintenant un malus à l'achat. C'est-à-dire qu'on a commencé à taxer des voitures électriques, les grosses. Il y a maintenant un malus à l'achat pour les voitures électriques. Donc, on vous dira aussi que vos pneus polluent plus. Ça, c'est une vidéo que j'avais faite. Mais même chose, on vous expliquera qu'avec une voiture électrique, vos pneus, vous polluez plus. Ce n'est pas les mêmes pneus. Donc, on va aussi mettre une taxe sur vos pneus, probablement. Des choses comme ça. Et à part la hausse des taxes, en termes de budget au jour le jour, l'intérêt économique va baisser de plus en plus. En plus, vous avez des pièces détachées qui coûtent beaucoup plus cher sur la voiture électrique que sur la voiture thermique et vous avez des délais pour avoir les pièces qui deviennent très très longs. J'ai fait une vidéo récemment où on parlait des délais justement, où on arrive à 7 mois. Pas pour les voitures chinoises, parce que les Chinois ont les mêmes problèmes en Chine. Donc, même pour des voitures fabriquées en France, même pour des voitures type Tesla, etc., vous avez des délais de pièces détachées qui sont gigantesques, avec des voitures qui peuvent être bloquées chez le réparateur pendant longtemps. Et puis, autre point que vous allez avoir aussi, pour ceux qui achètent pas en leasing, c'est le prix de l'occasion. Le prix de l'occasion de la voiture électrique va s'effondrer. Il va s'effondrer pourquoi? C'est Hertz, notamment, qui l'a vu. Hein. Hertz, c'est quand même un énorme loueur. Hein. Hertz a acheté 100 000 Tesla. Hertz a acheté 100 000 Tesla en 2021. Et aujourd'hui, ils disent qu'ils ont fait une énorme erreur. Pourquoi? Parce que vous avez les constructeurs de voitures électriques qui se battent entre eux sur les prix actuellement, puisqu'il n'y a plus de clients. Comme il n'y a plus de clients, on se bat sur les prix. Comme ils se battent sur les prix, eh bien, le prix des voitures neuves descend. Et vous vous rendez bien compte que si les prix des voitures neuves baissent, le prix des voitures d'occasion va baisser aussi beaucoup plus. Hein, si je peux acheter une Zoé neuve par rapport à une Zoé d'occasion, je vais acheter une Zoé neuve si vraiment je veux une voiture électrique. Donc, votre Zoé d'occasion, le prix va baisser encore plus que celle de la Zoé neuve. Et donc, si vous voulez, vous allez avoir la valeur résiduelle de votre véhicule qui va fatalement baisser dans les mois et les années qui viennent. Ça, c'est clair, beaucoup plus vite que si ça avait été une voiture thermique, parce que la guerre des prix sur les voitures électriques neuves est extrêmement forte. Donc, il faut vraiment prendre tout en compte, à mon avis, pour savoir si vous êtes gagnant ou pas. Oui, au kilomètre, vous allez être gagnant l'année prochaine, c'est certain. 2025, ça va commencer à devenir plus compliqué. 2026, encore plus compliqué, etc. Plus ça va aller, plus ça va être compliqué au kilomètre. Maintenant, vu le prix des pièces détachées et surtout la valeur à laquelle vous revendez votre voiture derrière, là, il faut vraiment prendre ça en compte pour être sûr de pouvoir gagner de l'argent. Et vous allez voir aussi les bornes de recharge électrique, par exemple. Vous savez que si vous restiez amarré à la borne, vous preniez une petite amende de la part de Tesla, donc vous payez quelques centimes de plus. Eh bien, maintenant, ils sont passés à 80%. Ça y est, donc ça n'a pas été dit avec des grands mots, mais c'est vrai, c'est que dès que vous rechargez à plus de 80%, eh bien, à ce moment-là, vous allez vous prendre une petite amende aussi de la part de Tesla. Donc, vous voyez, les recharges, le prix va augmenter au fur et à mesure. Pas encore chez vous, mais vous en faites pas, ça va arriver. Mais en tout cas, aux bornes, ça va augmenter au fur et à mesure. Et Tesla, notamment, est en train de le faire actuellement. Merci beaucoup, François-Xavier.
Merci à tous d'être fidèles à cette chaîne. Merci également à tous les donateurs. Si vous souhaitez vous aussi soutenir financièrement la chaîne, il vous est possible d'effectuer un don. Deux solutions s'offrent à vous. La première, il vous suffit de cliquer sur le lien dédié à l'intérieur du bandeau. La seconde, il vous est désormais possible d'utiliser les Super Thanks YouTube en cliquant sur le bouton Merci sous chacune des vidéos de cette chaîne. Si vous ne l'êtes pas encore, assurez-vous bien de vous abonner et d'actionner la cloche pour être notifié lorsque de nouvelles vidéos sont publiées.